Bien, bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle donc François Pagé. J'ai pendant environ 22 ans travaillé comme chercheur chez McAfee. Aujourd'hui, on ne dit plus McAfee, mais on dit Intel Security. Et aujourd'hui, je ne suis plus que administrateur au niveau du CLUSIF et membre de la chaire cyberdéfense, puisque à 61 ans et 4 mois ou 7 mois, Intel m'a demandé ou m'a autorisé à prendre ma retraite. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler du Darknet. Alors le Darknet, il fait l'objet périodiquement d'informations qui passent dans la presse. On voit beaucoup de captures d'écran, des offres qu'il est parfois difficile à vérifier. Alors ce ne sont pas ces offres que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt un petit peu regarder l'aspect économie criminelle, et puis on va parler et regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe dans le web caché, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de ces sites que l'on ne peut atteindre qu'au travers un logiciel spécifique tel que Tor ou E2P. Alors, on va quand même, malgré tout, commencer par quelques définitions. C'est toujours bon de définir de quoi on va parler avant d'approfondir le sujet. Donc, le web invisible et le web sombre. Le web invisible, ça désigne en gros la partie du web non indexée. Le web invisible contient des sites légitimes, par exemple des bases de données, des bibliothèques en ligne dont on ne peut pas forcément avoir accès si l'on lance une recherche avec Google ou un autre outil du même type. Et puis, bien entendu, le web invisible contient également des sites douteux et criminels. Et une partie du web invisible n'est accessible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au travers d'outils spécifiques tels que Tor, Freenet ou E2P, des outils qui, de surcroît, offrent l'anonymat, ou tout du moins un certain anonymat, aux visiteurs. Et puis, à côté de cela, vous avez le web sombre, le dark web. Donc, le dark web est constitué uniquement de sites douteux, de sites malsains, de sites criminels. En partie, il est contenu dans le web invisible, c'est-à-dire qu'en partie, effectivement, pour pouvoir atteindre ces sites, il faut par exemple en connaître l'URL, le moteur de recherche ne vous aidera pas. Et puis, en partie, dans le web caché, c'est-à-dire le web qui n'est accessible qu'au travers des outils tels que Tor ou E2P dont je vous ai parlé tout à l'heure. En partie seulement, nous l'avons vu justement il y a quelques instants, toute une série de sites qu'on va dire douteux ou malsains sont directement accessibles depuis votre navigateur. La preuve en est, c'est ce que nous avons vu dans la présentation précédente. Alors, l'accès au Darknet, le Darknet de manière chiffrée et anonyme, ça passe en premier lieu par un logiciel spécifique. Tor, c'est le logiciel le plus usité, et dans la boîte outils de Tor, il y a le Tor Browser, c'est-à-dire un navigateur qui permet donc un accès anonyme aussi bien au web ouvert, c'est-à-dire la même chose que si vous utilisiez, Internet Explorer, par exemple. Et également, par contre, en plus, il vous permet d'atteindre des sites qui sont hébergés, entre guillemets, sous Tor, des sites qui ont une extension un petit peu particulière, des sites en point oignon. Vous avez donc un deuxième outil qui s'appelle E2P. Lui aussi, il permet une navigation vers des sites anonymes. Là, l'extension de ces sites, c'est .E2P. Et à la différence de Tor, son usage principal est plutôt un usage dédié à la communication anonyme entre deux ordinateurs.
Et puis le troisième outil qui est souvent utilisé, c'est Freenet. Alors Freenet, c'est plus un outil qui est utilisé pour la publication de documents de manière anonyme et donc pour également, ça résiste à la censure puisqu'on parle avec Freenet d'un stockage réparti. La principale raison de l'engouement pour Tor, elle n'est pas forcément liée au Darknet. Avec Tor, on peut effectivement également aller naviguer vers le web ouvert. Avec Tor, vous pouvez très bien aller réserver vos billets de train SNCF. Et plus de 98% du trafic qui se fait au travers de Tor, c'est un trafic qui se fait en direction du web ouvert, mais un trafic qui se veut anonyme et chiffré, donc qui permet, par exemple, plus discrètement d'aller, pourquoi pas, acheter des faux papiers. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, et on n'entrera pas dans le détail aujourd'hui de cela avec vous, parce que le temps va manquer, Tor tout seul, I2P tout seul, ça n'offre pas un anonymat parfait et un chiffrement parfait. Et encore moins, ça ne protège pas des sites piégés avec des malwares, bien entendu. Si vous voulez, ou si un cybercriminel souhaite aller sur le web caché, bien entendu, il installera un tel produit, mais également, je lui conseille, si on peut dire cela, un environnement basé sur la virtualisation du VMware, par exemple, pour pouvoir revenir en arrière assez facilement dès que l'on a un doute. Je lui conseille d'associer une solution VPN. Alors, les cybercriminels, ils apprécient beaucoup la solution suédoise ePredator. Et puis, je lui conseille également, au niveau de Tor, de passer par des relais bridge, c'est-à-dire des relais qui ne sont pas listés dans les annuaires. Donc, ce n'est pas forcément si simple que ça de naviguer sur le Darknet ou sur le Dark Web, simplement avec un de ces outils, il faut être très vigilant. Donc, comparons maintenant l'économie souterraine classique et celle du Darknet. Dans le monde réel, les acteurs, ils doivent se découvrir. Ils doivent donc assez régulièrement se mettre en danger. Et puis, dans le monde réel, lorsqu'on souhaite, par exemple, acheter de la drogue ou des faux papiers, très souvent, on doit passer par des intermédiaires. Et outre la commission que ces intermédiaires peuvent demander, au dernier moment, ils peuvent très bien vous demander des contreparties hasardeuses. Sur le Darknet, il y a des catalogues en ligne. Donc ça, c'est intéressant. Et ni l'acheteur ni le vendeur sort de chez lui. Les bons intermédiaires, c'est assez facile de les trouver parce que dans les sites de marché populaire, il y a des services de notation. Donc, quelqu'un qui est bien noté, c'est un petit peu comme sur eBay. On fera plus confiance à quelqu'un qui est bien noté qu'à quelqu'un qui arrive et qui n'a que des mauvaises notes. Et puis, en plus, il y a des forums. Et ces forums, ça peut aider au choix pour trouver un bon interlocuteur ou un bon site. Alors, le point faible, ça va peut-être vous étonner, mais pour moi, le point faible, c'est le paiement. Alors, c'est vrai, on parle beaucoup du Bitcoin, on parle beaucoup des monnaies virtuelles, mais il faut quand même savoir, et j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, les monnaies virtuelles n'offrent pas toujours tout l'anonymat et toute la sécurité espérée. Et moi, j'ai l'impression, il faut être clair, le cash dans le monde réel, le bon vieux billet de 500 €, c'est encore quelque chose que les criminels et que les cybercriminels assez régulièrement préfèrent au Bitcoin. Alors, je vous ai indiqué précédemment que 98 ou 98,5%
du trafic Tor se faisait en direction du web ouvert. Donc, il reste environ 1,5% du trafic, et ce trafic se fait vers des sites cachés, nos fameux sites en point oignon, nos sites, des sites qu'on dit THS, Tor Hidden Services, des services THS. On estime leur nombre à moins de 60 000, donc c'est pas énorme. Ce sont des sites qui sont généralement non indexés, donc difficiles à trouver. Il existe des moteurs de recherche, mais bon, les moteurs de recherche sont aujourd'hui pas très performants. Leur adresse URL, elle est généralement incompréhensible. Je crois que vous en avez un exemple ici, 3v2u, etc., .oignon. Et pour plus de la moitié, elles sont rapidement inaccessibles. Ce sont des sites qui apparaissent et ensuite qui disparaissent assez rapidement. Généralement, donc des sites non persistants sur le long terme. Alors généralement, bien entendu, il y a des boutiques qui sont connues comme le Loup Blanc et qui sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur Tor, 68% des sites hébergés travaillent dans l'illégalité. Ce sont ceux qui forment le Darknet. Donc on voit bien qu'au travers de Tor, on peut aller également vers des sites, et dans le web café, vers des sites légitimes. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les sites sont pour la plupart anglophones, 76%. Dans 4% des cas, paraît-il, ils sont en langue allemande. Dans 3,7% des cas, en chinois. Et la France, le français, il arrive en troisième position parmi les langues détectées. La grande majorité des sites illégaux, eh bien, ce sont des sites qui proposent des produits illicites à la vente et généralement de la drogue. C'est tout à fait visible ici. Alors, là, ça ne veut pas dire que le trafic va majoritairement vers ces sites. Sur Tor, eh bien, les sites les plus visités et de loin, ce sont les sites de pédopornographie. Donc, des sites très particuliers. Mais on va revenir maintenant un petit peu plus sur l'aspect économie du Darknet. Un intervenant ce matin a parlé d'une étude menée par Rand Corporation, une étude toute récente qui est parue, oui, c'est vous, Daniel, qui est parue il y a quelques jours de ça. Moi, j'en ai utilisé pour un certain nombre de statistiques de chiffres que vous allez voir aujourd'hui. J'ai utilisé une étude qui est sortie en février de cette année. Et donc, Rand Corporation après avoir analysé avec un de leurs outils d'analyse, DataCrypto, ils ont donc repéré une cinquantaine de sites de vente en ligne. Je dirais bien une cinquantaine de sites seulement. Donc on est loin des fois des chiffres qui sont annoncés ici et là dans la presse. Et donc en mai-février, parmi ces 50 sites, en fait, il n'y en avait qu'une vingtaine qui étaient actifs. Et puis, il y avait un peloton de tête, 8 sites principaux, qui, à eux seuls, proposaient plus de 100 000 articles. Ils proposaient plus de 100 000 articles, et une bonne moitié, 57%, de ces articles étaient des psychotropes. Alors, c'est vrai que mes chiffres peuvent vous paraître un petit peu sous-évalués. Vous vous rappelez peut-être, en novembre 2014, Europol et le FBI ont annoncé à grands coups de fanfare la fin d'une opération qui s'appelait l'opération Onimus. Et à cette époque-là, ils parlaient de 400 sites illégaux fermés. Ils ont même, lors d'une conférence de presse, sorti un slide, le voici là, où ils disaient qu'ils avaient fermé 600 dark markets.
Alors c'est vrai que c'est un chiffre qui a étonné beaucoup de personnes, qui m'a également, entre autres, étonné. Et donc, ça a fait un petit peu de bruit, ce chiffre. Et un porte-parole du FBI a dû spécifier quelques jours plus tard qu'en fait, il s'agissait d'URL. Donc là aussi, on en revient un petit peu à la présentation d'avant-moi. Beaucoup d'URL, mais pas forcément beaucoup de sites. Et en fait, les sites fermés, il n'y en avait que 12. Donc, voilà. Et il y a eu à côté de ça d'autres études qui ont été menées par Trend Micro, et elles ont indiqué que le marché chinois et le marché russe, c'est les marchés qu'on dit underground, en fait, ils se concentrent sur le web ouvert. Donc, avec Google et un petit peu de chance ou d'autres outils, eh bien, pas besoin d'utiliser Tor, sauf si on veut être anonyme, pour pouvoir trouver toutes sortes de produits. Au Japon, eh bien, les achats, ils passent souvent par des BBS, des Bulletin Board Systems. En Allemagne, là aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, Tor, en fait, il ne propose que de simples miroirs de sites qui sont accessibles sur le web ouvert. À première vue, toujours selon les études de Trend Micro, seule la France semble un petit peu se distinguer. Et en France, les cybercriminels, ils utiliseraient, eux, très majoritairement, le web invisible. Alors, au fil des ans, les ventes et les achats sur le Darknet ont été possibles par l'entremise de devises numériques complaisantes. Alors, vous en voyez un certain nombre. Elles ont eu chacune, à leur époque, leur heure de gloire. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'heure de gloire des crypto-monnaies. Alors, bien sûr, avec tout particulièrement le Bitcoin, qui a le vent en poupe. Mais il faut aussi quand même bien dire qu'à côté du Bitcoin, il y a d'autres facilitateurs de transactions douteuses. Alors, je parlerai des cartes prépayées, des tickets prépayés. Ucash, PaySafe Card, c'est également des outils qui sont très souvent montrés du doigt. Mais oui, c'est vrai, effectivement, on parle beaucoup du Bitcoin. C'est lui qui draine la majorité de l'économie souterraine du Darknet. Il faut quand même cependant noter qu'il existe plus de 700 monnaies virtuelles. Et plus d'une dizaine d'entre elles sont d'ailleurs acceptées sur le Darknet. Il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a même des monnaies spécifiques qui sont dédiées à des marchés spécifiques. Le Titcoin, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui s'utilise dans les marchés du sexe, sur le Darknet. Alors, faute de billets de 500 €, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le grand public et les cybercriminels, eh bien, ils utilisent et ils apprécient néanmoins les crypto-monnaies. Alors, les premiers, c'est-à-dire le grand public, eh bien, il est séduit par la transparence des transactions, par leur rapidité, leur faible coût. Et puis, il apprécie également leur caractère international. C'est vrai qu'on peut acheter un Chinois, acheter en Russie, et la compatibilité micro-paiement. Du côté du criminel, eh bien, celui-ci, il affectionne particulièrement le fait qu'elles sont échangeables, bien entendu qu'on les utilise sur le Darknet, qu'elles sont simples d'utilisation, qu'elles sont anonymes, qu'elles sont instantanées et irréversibles. Alors, l'anonymat n'empêche pas la traçabilité, donc attention. Mais effectivement, il y a également des risques en utilisant ce genre de monnaie, eh bien parce qu'elles sont fluctuantes, irréversibles, effectivement. Si vous avez envoyé 3 bitcoins à une adresse, n'espérez pas pouvoir récupérer ces bitcoins si vous n'avez pas reçu la marchandise ou si vous vous êtes trompé dans l'adresse du destinataire. Et alors, je rajouterai à côté des crypto-monnaies, puisque je vous ai rapidement dit que l'anonymat n'empêchait pas la traçabilité, eh bien qu'il existe des services spécialisés de blanchiment. Ça s'appelle les mixeurs et les blenders. Et donc, ça permet de mélanger la traçabilité, si on peut dire,
entre différents utilisateurs parce que les bitcoins sont envoyés et reçus un certain nombre de fois avant d'arriver à leur réel destinataire. Alors, parlons enfin du chiffre d'affaires du Darknet. Alors, le chiffre d'affaires du Darknet, il n'est pas à confondre avec celui de la cybercriminalité. Après avoir examiné les 8 plus gros sites marchands du Darknet, Rand Corporation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans son étude, estimait que leur chiffre d'affaires global se situait entre 12 et 22 millions d'euros par mois. On peut tout de suite dire qu'on est loin des 1000 milliards de dollars annoncés aux US pour l'industrie mondiale de la cybercriminalité il y a quelques années. De son côté, les fameux rapports Trade Micro, il y en avait un qui parlait plus spécifiquement de la France. Eh bien, lui, il rapportait un autre chiffre, un chiffre qui se rapporte à la France, et un chiffre qui proviendrait, c'est ce qui était écrit dans le rapport, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. C'était comme ça que c'était écrit. Et pour le fournisseur japonais, l'économie souterraine de la cybercriminalité française aurait généré entre 5 et 10 millions d'euros chaque mois lors de l'année 2015. Donc, j'ai essayé de faire une petite vérification. J'ai téléphoné à un ou deux de mes contacts au ministère de l'Intérieur. Et donc, la réponse que l'on m'a faite, c'est que ce chiffre, qui n'apparaît dans aucun rapport officiel, malgré tout, tient la route, mais il couvre la totalité de la cybercriminalité rapportée et non seulement la seule économie souterraine du Darknet. Donc là, vous voyez que là aussi, il faut faire attention lorsqu'on manipule des chiffres. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous rajouter ? Bon, le Darknet, eh bien, il joue un rôle de supermarché. Alors c'est vrai qu'à côté des drogues, des psychotropes, on peut s'y procurer de quoi mener des attaques. On peut aussi revendre le résultat de ces rapides. Bon, c'est un lieu de rencontre entre gens du même monde. Donc, effectivement, c'est important de bien connaître ce qui se passe sur le Darknet. Et il faut être vigilant à ce sujet. Mais surtout, en guise de conclusion, n'oublions pas que le véritable terrain de jeu des cybercriminels, il est ailleurs. Il est souvent sur le web ouvert. Il passe au travers du courrier électronique, au travers de nombreuses vulnérabilités. Et donc, effectivement, méfions-nous et regardons ce qui se passe sur le Darknet, mais n'oublions pas de regarder ce qui se passe près de nos entreprises et dans l'environnement des end users, des particuliers, lorsqu'ils naviguent ou qu'ils utilisent Internet. Voilà. Merci.